ne plus après. Ça aussi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quand on collecte, on utilise des infos, des renseignements personnels relatifs à nos clients, ça c'est l'hypothèque, etc., mais on ne peut les utiliser que aux fins de service qu'on rend. Là, on vous répète encore une troisième fois que le règlement, que si jamais on a oublié de mettre la durée du contrat, il expire 30 jours après. Et maintenant, on arrive sur les règlements, sur les fonds d'indemnisation, etc., etc. Et ça, on arrête là. Plutôt que tout ça, je vais vous parler, on va faire ensemble, on va faire un débrief ensemble. Au moins, ça y est, là, normalement, si je me permets, la digestion est passée. Là, vous allez pouvoir me reparler encore. On va pouvoir travailler interactivement. Alors, vous avez abordé ça, pardonnez-moi, là, vous ne voyez pas beaucoup. Vous avez abordé ça en fonction de travail. Donnez-moi, comme ça, en vrac, comme ça vous arrive, quels sont les fonds et les comités que vous connaissez. Que le nom. Après, on verra chacun son rôle. Il y a la FARC pour un code fraude professionnelle. Le fonds d'assurance responsabilité. Fonds indemnisation. J'ai pas entendu. Le fonds indemnisation. Pas vraiment. Allez, Véronique. Vas-y, Véronique. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a dit, le fonds d'indemnisation? Non, mais il a dit d'administration. Indemnisation. Indemnisation. Je pense qu'il dit indemnisation, oui. Ouais. Indemnisation. Oui, Dingwa. Si tu voulais dire d'indemnisation, oui, je suis d'accord. Attendez pour ma prononciation. Alors, fonds d'indemnisation, qu'est-ce qu'on a dit? FARCIC, fonds d'assurance responsabilité professionnelle, quoi encore? Et il y en a un on en a parlé tout à l'heure. Le fonds de vidéocommis. Non, mais il a un nom, mais il s'appelle pas de vidéocommis. Fonds de finance. Oui, fonds de financement. Oui, fonds de financement. Bon, donnez-moi maintenant des noms de comités. On en a vu un tout à l'heure. Comité d'inspection. Comité d'inspection, très bien. Quoi encore? Comité de discipline. Comité de discipline, good. Comité de délivrance de permis. Très bien, comité de délivrance des permis. Comité d'indemnisation. Très bien. Donnez-moi encore deux organes, enfin deux sous-organes, hein, parce que l'organe de réglementation, c'est l'OACIQ lui-même, mais pas des comités, pas des fonds, mais qui ont un rôle très important. Deux autres acteurs importants. La PCIQ, je crois celle qui est pour... Non, ça, c'est en dehors de l'OACIQ. Non, moi, je vous parle dans l'OACIQ. La PCIQ, ça fait pas partie de l'OACIQ, ouais. Le syndic. Le syndic, très bien. Bravo. Et quoi encore? Alec. Et le service assistance de l'OACIQ. Tout ça, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il faut qu'on ait une image de ça. Si on lit, on va se fatiguer. On n'a même plus envie. Là, on va voir le rôle de chacun. C'est ça. Alors, et après, on va les classer. Et ensuite, après, quand on va lire quelque chose qu'on comprend. Tu comprends? Alors, ils ont des rôles, des fonds, des comités. On a parlé de comité de discipline, fonds de financement, fonds d'indemnisation, fonds d'assurance responsabilité professionnelle, comité d'inspection, comité d'indemnisation. On a parlé de quoi encore? De comité de délivrance des permis. Bref, et puis on a parlé du syndic, qui est important, et on a parlé du service assistance. Tout là, on tourne autour à la fois des instances disciplinaires, de l'assurance. En fait, partout là, ça tourne autour de toutes les responsabilités du courtier. Qu'elles soient assurées ou pas, c'est autre chose.
Mais quand est-ce que sa responsabilité risque d'être mise en cause? Et qu'est-ce qui va protéger le public dans le cas où le courtier fait des bêtises? On dit fait des bêtises au Québec ou pas? Ou on dit autre chose? C'est bon, Véro, on peut dire? Ah oui, ben oui. Bon, alors, fait des bêtises. Alors, première chose, on se rappelle, le fonds de finance, je voulais vous demander le fonds d'indemnisation, il sert à quoi? Moi, je bois un peu de café. De la fraude. Vas-y, Véro, on n'a pas entendu. Oui, de la fraude, je crois, de la part du courtier ou une faute volontaire de sa part pour protéger les clients. Alors, Véro nous dit que le fonds d'indemnisation, il sert à indemniser les clients qui ont été victimes de fraude de la part du courtier. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ben oui, là, c'est pour protéger le public des fraudes. Oui. J'écoute. C'est bon? Détourner de l'argent de fonds de vidéocommis de clients. Exact. C'est très bien. Effectivement, c'est en cas de fraude, de détournement de fonds ou de manœuvre frauduleuse. C'est exactement ça. Alors, bon, il y a un fonds d'indemnisation. Dans ce fonds d'indemnisation, c'est un fonds. Un fonds, en général, c'est de l'argent pour payer. Qui? Ben là, ça va être pour payer les victimes. C'est pas pour payer le courtier qui a fait le problème. La plupart du temps, il s'agit d'un courtier qui a pris la compte, qui a un peu triché avec son client, surtout les courtiers agissent à son compte, qui lui a pas fait mettre in trust. Il a pris l'argent, il l'a mis dans son compte, il s'est dit à lui, il n'a pas le droit, et il se dit c'est pas grave, d'ici qu'on va aller chez le notaire, je vais avoir l'argent, j'attends des rétributions, etc. Puis arrivé le moment d'aller chez le notaire, il n'a pas l'argent. Et là, le client qui veut acheter la maison, ben, il lui manque les 10 000 $ d'acompte, ou les 5 000, ou les 15 000. Vous voyez, alors l'OACIQ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce qu'on appelle un fonds, qui s'appelle un fonds d'indemnisation. Il y a un comité d'indemnisation. N'écrivez pas parce que tout est écrit dans le cours. Essayez de bien visualiser ça. Le fonds, c'est l'argent. D'où vient l'argent? D'où vient l'argent, à votre avis? Comment l'OACIQ a l'argent pour rembourser toutes ces sommes? Ben, des C'est cotisations. du courtier avant. Oui. Cotisation. On paye tous les ans, il y a une partie, autour de 60 $, qui va dans le fonds d'indemnisation, qui s'accumule. Puis naturellement, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, et ils arrivent à tenir leur comptabilité équilibrée. Mais il y a un comité d'indemnisation, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes, 2, 3, et dont le rôle est de recevoir les plaintes du public qui invoquent qu'ils ont été fraudés ou on a détourné leur acompte. Et puis, c'est eux qui analysent la plainte. Et attention, j'insiste, ce n'est pas un tribunal. Le comité d'indemnisation n'est pas un tribunal. C'est comme une assurance pour les clients. Mais on ne peut pas dire assurance parce qu'il y en a une. Mais c'est comme une assurance pour les clients. C'est pas l'assurance pour le courtier. Elle couvre les clients. D'accord? Le fonds d'indemnisation, le comité d'indemnisation qui donc représente le fonds d'indemnisation qui est une personne morale, hein, les personnes qui composent le comité d'indemnisation, eux, analysent la plainte. Et puis il y a rien à prouver autre que j'ai donné tel argent au courtier, il me l'a détourné. C'est très facile. Il n'y a pas à arguer. Et il y a un maximum qui dépasseront jamais, c'est 100 000 $. Mais jusqu'à 100 000 $, tu t'es fait piquer ton 100 000, on va te le donner tout de suite. À condition que quoi? À condition que tu aies travaillé avec un vrai courtier. C'est pour ça que l'OACIQ, il n'arrête pas de faire des publicités en disant aux gens, il n'y a pas de problème. On a mis à votre disposition des guides, des services, vous pouvez appeler. Et puis même un registre des courtiers. Quand un courtier vient vous voir, vous tapez son nom et vous voyez s'il est régulièrement inscrit. Si c'est ça, et que votre acompte, vous le faites détourner, on va vous le rembourser jusqu'à 100 000 $. C'est extraordinaire. Mais naturellement,
Si le courtier n'est pas un vrai courtier, c'est monsieur tout le monde, ou un courtier qui est suspendu ou quoi que ce soit, et que le client n'a pas fait cette recherche, il ne sera pas couvert. Ça va? Vous avez bien vu ce que c'est que le fonds d'indemnisation? Mais, Monsieur Sam, est-ce que le client va faire toujours la recherche sur les courtiers si jamais ils sont suspendus ou non? Ça, on peut pas. Nous, on peut rien savoir. C'est pas notre problème. Nous, on est de bonne foi. On sait qu'on est bien. Je veux pas dire à mon courtier, à mon client, je peux lui dire, fais la recherche. Mais moi, je sais que je suis bien. Mais je peux lui dire, vous savez, si vous voulez prendre des renseignements sur moi, allez-y, il n'y a pas de souci. Vous êtes. Et là, il va rentrer, il va voir qu'effectivement, il n'y a aucun souci. Tu vois. Mais ça, après, c'est pas notre problème. Mais c'est ça, je veux dire, si le courtier ne dit rien, le client peut-être aussi ne pense pas aller faire la recherche parce qu'il est aussi de bonne foi, il va croire. Oui, mais c'est pas ton client à toi, tu comprends? C'est pas ton client. Pas du tout ton client. Toi, par contre, si tu vois, tu es le courtier inscripteur, tu vois, si tu es le courtier inscripteur et que il te donne pas la compte parce que la compte va être écrite dans la promesse d'achat où tu vas accepter, que ton client va accepter. Alors toi, tu attends qu'il te donne la compte. Si il y a écrit un acompte, hey, où est la compte? Et là, tu peux réagir. Oui, déontologiquement, tu as le droit de réclamer la compte. Mais s'il n'y a pas d'acompte inscrit, rien faire. Tu peux pas. Par contre, si le courtier qui t'approche n'est pas un bon courtier, tu vas le savoir, toi. Au début, qu'est-ce que tu fais? Presque tous les courtiers avec lesquels tu travailles, tu vas sur leur site et tu vas au registre de l'OACQ, tu vois s'il est à jour, s'il n'est pas suspendu, c'est très important. Au bout d'un moment, quand vous allez connaître les très bons courtiers honnêtes, vous allez savoir que 80-90 sont hyper honnêtes et tu vas voir que sur le secteur, il y a toujours un 10% là qui est un peu on the borderline, comme on dit. Bon, alors, est-ce que sur le comité d'indemnisation, c'est clair? Le fonds d'indemnisation. Il y a un fonds qui est alimenté par les sommes de nos cotisations, environ $60. Je vais vous le montrer. Tiens, je vais vous le montrer tout de suite. C'est pas la peine qu'on traîne, parce que ça, à plusieurs reprises, je vous l'enverrai. C'était celui de 2001. C'est sûr. Vous voyez une grille de tableau, c'est ça? Une grille de. Vous voyez une grille blanche et bleue? Oui. Ok, ça, regarde, c'est les droits exigibles pour la délivrance d'un permis. C'est les frais qui sont en vigueur de mai 2021 à avril 2022. Donc, vous voyez, je prends par exemple, on est en décembre là. On est là en décembre. En décembre. Alors, de toute façon, ils vont étudier votre demande. Ça, c'est la première fois. Hein. Donc, $242. Puis, ils vont vous prendre 497, c'est les droits d'exercice. Et comme c'est aussi la première fois, ils vont vous vérifier vos antécédents judiciaires de $115. Après, regardez, pour le fonds d'indemnisation, les frais de vérification, c'est ça. Ah, ils prennent que $30,50. Ah bon, ils ont baissé. Non, je m'excuse, ils n'ont pas baissé, c'est $61 pour l'année au complet. Mais comme, vous voyez, c'est $61 si vous preniez votre permis le mois de mai. Mais comme vous le prenez le mois de décembre, vous payez au prorata toute votre cotisation. C'est pour ça qu'à la fin, vous voyez ici, en décembre, si vous demandiez votre permis en décembre, vous payerez que 1122. Alors que ça aurait été 2120 si vous l'aviez demandé en mai. Attention, c'est exceptionnel la première fois, hein, parce que vous avez vu tout ce qu'il y a. Alors je continue. Donc, on a dit $61 pour toute l'année ou en décembre, $25 pour le fonds d'indemnisation. Après, tu as le sous-total, la TPS, la TVQ, d'accord. Et après, tu as le farcique. Regarde le farcique. Pour l'année, c'est moins de $600, 531. Naturellement, au prorata, tu vas payer 221. Tu vois? Ça, c'est pour le farcique. Ça, c'est la subvention. Quelquefois, il y a des subventions, c'est-à-dire que si l'ensemble des courtiers n'ont pas fait beaucoup de bêtises dans l'année, ils nous donnent quelque chose. Et puis après, c'est les taxes. Vous voyez? Et c'est des taxes TPS, TVQ, toutes, sauf pour la prime d'assurance. Vous voyez? Hein, vous vous rappelez quand vous faisiez
la qualification de l'emprunteur, vous vous souvenez, il y avait la prime SCHL, puis il y avait la taxe sur la prime, c'était 9%. Pourquoi 9%? Parce que c'est la prime sur la taxe sur les primes d'assurance. Ben là, vous avez, pour l'assurance du FARSIC, donc maintenant vous avez compris c'est quoi le FARSIC, c'est une assurance, on paye 9% de taxes. Je vous enverrai ça pour que vous ayez une idée. Alors voilà, on a vu le comité d'indemnisation, c'est très clair. Le fonds d'indemnisation est alimenté par les cotisations des courtiers. Le rôle du comité d'indemnisation, c'est d'étudier les plaintes et d'indemniser les clients victimes des fraudes, détournements de fraude et des manœuvres frauduleuses. Je répète, ce n'est pas un tribunal. On n'a rien à juger, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge, on ne présente pas tu vois, tu envoies une demande et c'est tout. On te donne l'accord et on te rembourse. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Si vraiment tu as bien donné l'argent, si vraiment on ne te l'a pas rendu, très facile à voir ça, parce que le courtier de l'autre côté, on le contacte, il dit mais non, moi j'ai remboursé, il donne la preuve. Sinon, il disparaît en général. Puis ce qu'ils vont voir, c'est si effectivement le courtier est un courtier autorisé à exercer, et que c'est pas quelqu'un qui fait du courtage illégal, et après tout de suite il paye ou il paye pas, mais en général il paye la plupart du temps, non, il faut vraiment. Voilà pour le fonds d'indemnisation. On passe à un autre fonds. On passe au fonds de financement. Est-il utile d'en reparler encore? C'est quoi le fonds de financement? Petit refresh. Alors, c'est quoi le fonds de financement? Allez, Soua, vas-y. Ça provient des intérêts qui sont payés dans les comptes en fidéicommis. Exactement. Le fonds de financement, c'est un fonds. Donc, les sommes sont générées par les intérêts des comptes généraux en fidéicommis. Et ça sert à quoi? Il faut toujours dire à quoi ça sert. Toujours. Là, le fonds d'indemnisation, c'est généré par les cotisations des courtiers et ça sert à payer les victimes des fraudes. Le fonds de financement, c'est généré par les intérêts des comptes généraux en fidéicommis et ça sert à payer les publicités et l'information pour le public. Vous voyez? Bon, c'est pratiquement le seul avec le comité de délivrance des permis qui pèse pas sur la responsabilité du courtier. Bon, maintenant, attention, on a aussi ce qu'on appelle le comité d'inspection. À quoi sert le comité d'inspection? On l'a dit tout à l'heure, Sébastien nous l'a dit. Réglementer donc les agents immobiliers sur la loi sur le courtage, puis s'assurer que la loi est respectée. Voilà. Et lui, c'est réglementé, c'est la loi qui la réglemente, mais le comité, lui, il inspecte les agences et les courtiers, les agences et leurs courtiers, il inspecte leurs dossiers pour s'assurer que la loi est respectée exactement. Ça, c'est sûr. Alors donc, d'où vient l'argent? C'est pareil, c'est des cotisations, mais on l'a pas détaillé comme le fonds d'indemnisation, mais c'est dans nos cotisations. Et puis le rôle, c'est vraiment de s'assurer que la loi sur le courtage est appliquée, qu'il n'y a pas de faute déontologique. Ok. Qu'est-ce qui se passe si un courtier fait une erreur et qui cause un préjudice au client? C'est notre assurance erreur et omission qui va couvrir. Et on doit payer la franchise. Vous êtes d'accord avec Steve? Oui, FARSIC qui va payer. Pardon? La FARSIC qui va payer l'erreur omission par le courtier. Exactement. On a une assurance, mais attention, on a une assurance responsabilité professionnelle, c'est le FARSIC, c'est un fonds d'assurance responsabilité du courtage immobilier, là il n'y a pas de problème. C'est une responsabilité civile professionnelle. La responsabilité civile, écoute, tu peux pas la prévoir dans un contrat. Mon facteur vient m'amener une lettre, je vous avais donné cet exemple,
j'ai mal nettoyé les marches de ma maison, il glisse, j'ai pas déneigé, eh ben normalement je suis responsable à la fois de mes biens, des gens qui sont sous ma garde et des biens qui sont sous ma garde. Donc j'ai pas déneigé les escaliers, je suis responsable. C'est la responsabilité civile. Quiconque cause un dommage est tenu de le réparer. Bon, ça c'est dans la vie civile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle? Eh bien, il arrive que des avocats se trompent, des experts comptables se trompent, des notaires se trompent. Eh bien, des courtiers immobiliers peuvent se tromper aussi. Alors, on peut souscrire une assurance professionnelle, mais il faut faire attention. Est-ce que cette assurance va me couvrir si je détourne le chèque d'acompte de mon client? Ben non, parce que ça, il y a un côté frauduleux. On peut jamais s'assurer pour les choses frauduleuses. Et maintenant, est-ce que je vais être assuré si mon intention était de forcer le client à signer quelque chose, je lui ai mis de la pression pour qu'il signe? Non, parce que c'est pas une faute. On peut pas m'assurer pour des actes qui me seraient répréhensibles. Comme disait Steve tout à l'heure, je vais être assuré pour des erreurs, des omissions non intentionnelles. Le mot important, c'est non intentionnel. Et je l'ai pas fait exprès. Je suis nouveau dans le métier. Par exemple, il faut faire attention, le farcique, il couvre pas tout. Et il faut faire très attention. On peut pas savoir à l'avance s'il va. C'est ça, souvent il y a eu des émissions à la télé, la facture et tout, parce que les gens croient que l'OACIQ rembourse comme le fonds d'indemnisation. C'est vrai que le fonds d'indemnisation, dès que vous vous êtes fait avoir, il vous paye. Mais le fonds d'indemnisation, il paye pas pour les erreurs et les omissions des courtiers. Sinon, tu sais, on serait tous morts. Alors, ce qui se passe, il y a une assurance qui s'appelle le FARTIC et qui peut prendre en compte, nous couvrir à nous, courtiers, qui peut nous couvrir contre nos fautes, nos erreurs, nos omissions non intentionnelles. C'est lui qui décide. Et comme disait Steve, en plus, vous n'avez pas intérêt à passer par là parce que ça va vous coûter dans tous les cas $2,500. Dans tous les cas, ça vous coûte le préjudice. C'est sûr que tu as causé que $2,000 à ton client, ben, c'est toi qui les paieras. Mais si tu as fait 10 000, ben, tu paieras 2,500. C'est ton déductible. Ça va? Vous avez vu la différence entre le FARTIC et le fonds d'indemnisation? C'est correct? Bon. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un courtier ne respecte pas la loi sur le courtage? Il y aura une révocation de son permis. Ah, ben avant qu'on arrive là. Ça, c'est la fin de l'histoire. Mais le début de l'histoire, Steve. Le syndic s'en mêle? J'ai pas entendu, excusez-moi. Que le syndic fait la recherche? Alors, tu m'as parlé de syndic, c'est bien. Il y a peut-être même... Parce que, en fait, pour qu'il y ait une suspension de permis ou une révocation de permis ou quoi que ce soit, eh ben là, il va falloir, sur les plaintes déontologiques, c'est là où il va falloir qu'il y ait un tribunal qui juge ça. Vous voyez, comme ça va vous faire la différence avec les autres. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun tribunal dans les histoires de responsabilité du courtier. Que ça soit la victime... qui soit victime des fraudes, qui fasse une erreur, ben, le fonds d'indemnisation, il rembourse tout de suite. L'assurance, elle étudie, elle dit oui ou non. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tribunal. Mais là, si quelqu'un dit que, par exemple, Monsieur Steve Bourassa vient dire que tu as fait une faute déontologique, que ça soit un client ou un autre courtier, eh bien, il va falloir faire une enquête, comme a dit ton camarade. C'est le syndic qui va être chargé de l'affaire. Puis après, si le syndic considère qu'effectivement ce qui t'est reproché peut être une atteinte à la loi sur le courtage, une faute déontologique, il va transmettre le dossier à qui? Au comité de discipline, c'est-à-dire à notre tribunal de famille. Le comité de discipline, c'est un tribunal. C'est vraiment un tribunal. D'accord? Il y a 2 audiences, mais c'est un tribunal.
Mais ça commence pas là. En règle générale, voilà comment ça commence. Ça commence par le service assistance. Quand quelqu'un n'est pas content, par exemple, un client, il va appeler le service assistance. Le service assistance va écouter le client, puis il va voir tout de suite si, oui ou non, le courtier est fautif ou pas. Parce que si le client lui dit, par exemple, je vous invente quelque chose. Ah, écoutez, moi je suis pas content de mon courtier. Mais pourquoi? Écoutez, tout s'est bien passé chez le notaire et tout. Quand on est arrivé à la maison, nous on est les acheteurs, on est rentré dans la maison, puis il y avait pas les électroménagers, il y avait pas le frigidaire qu'on avait vu. On avait un très beau frigidaire. Et là, ils nous ont mis Alors, le vendeur, il a fait un sale coup, là, je peux vous le dire. Le vendeur, une fois qu'on a été chez le notaire, qui s'est fait payer, il a donné les clés, mais le matin même, il avait fait remonter un frigidaire qu'il avait au basement, et il est parti avec le beau frigidaire qu'il avait promis. Alors, donc, la dame au téléphone lui dit, écoutez, est-ce que vous avez l'offre d'achat? Ouais. Est-ce que vous pouvez me lire aux inclusions, qu'est-ce que vous lisez? Alors le gars lui dit frigidaire, Sub-Zero, numéro AX, etc. Et c'est celui-là qu'on vous a laissé. Non, il m'a laissé. Tu vois, ton courtier n'a fait aucune erreur. Il a bien tout noté. C'est pas la faute de ton courtier. C'est la faute du vendeur. Donc, t'as rien à faire avec le courtier. Si jamais le client il insiste, écoute, c'est comme tu veux, ça va te coûter juste du temps et un petit peu de frais pour rien, mais vas-y, mais je te dis tout de suite, ton courtier, en général, on va bien expliquer, les gens service assistance, ils vont bien montrer que, c'est pour ça qu'il faut toujours noter les numéros de série, les couleurs et tout, des inclusions, des exclusions. Voilà un cas où il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et là, le client, s'il est, ah oui, je comprends, non, mais je me suis trompé, alors je peux voir le vendeur. Là, il a un recours contre le vendeur, mais ça dépend plus de l'OACIQ, tu comprends? C'est acheteur-vendeur. Nous, on n'est pas là toute la vie pour être avec eux à chaque fois qu'ils se tapent sur la tête. Si on a fait une erreur, oui. Si on n'a pas fait d'erreur, bye bye. Après, juste, je donne un autre exemple et après je prends la question de Steve. Maintenant, supposons que le client qui appelle, quand la dame ou le monsieur de Info ACIQ discute avec lui, voit qu'il y a un risque, qu'effectivement qu'il y a eu atteinte à la loi sur le courtage, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet le dossier au syndic. Le syndic rentre en contact avec le courtier au téléphone, il lui demande des documents, et puis il analyse tout. Et s'il lui apparaît que le courtier n'a pas respecté les règles déontologiques, il va transmettre le dossier au comité de discipline, au tribunal. Et le comité de discipline, il faut toujours savoir ça, il y a toujours 2 audiences. C'est un tribunal avec 3 juges, peu importe. Il y a une première audience, il faut se rappeler ça. On va dire plein de choses, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a 2 audiences. Une audience sur la culpabilité et une audience sur la sanction. Quand tout à l'heure Steve m'a dit révocation, ça c'est la fin, c'est la sanction. Mais avant, il y a toutes ces étapes, et puis il y a l'audience de culpabilité. La plupart du temps, un courtier honnête, fair play, va dire je suis coupable, parce que ça crève les yeux. Et les juges, ils aiment bien la bonne foi. Vous savez que pour les contrats, on dit, il y a un article du Code civil qui dit que on doit toujours faire preuve de bonne foi, tant au moment de la naissance des obligations, c'est-à-dire la création du contrat, que l'exécution des obligations, c'est-à-dire l'exécution du contrat, qu'à l'extinction des obligations quand le contrat est annulé. On doit toujours être de bonne foi. Alors là, même, ça c'est de partout. Même si c'est pas un contrat, la loi, t'es de bonne foi. Tu l'as respecté ou tu l'as pas respecté. Ça va beaucoup jouer. La sanction peut être amenuisée. Donc si tu dis je plaide coupable, tu rentres chez toi, puis tu reviens pour l'audience de la sanction plus tard. Sinon, si tu dis non, je plaide pas coupable, on va être comme dans un vrai tribunal, tu vas avancer tes arguments, la partie adverse va avancer l'autre, tu peux contre-interroger l'autre partie, etc. Puis on se dit bye bye. Puis plus tard, je vous donne pas les mois et tout, parce que je veux pas que vous appreniez ça par cœur. Rappelez-vous qu'il y a 2 audiences, une sur la culpabilité, une sur la sanction. Quand on revient plus tard, le tribunal dit voilà, les condamnations, c'est telle et telle chose. Ça peut être
une suspension de permis, ça peut être une révocation de permis, ça peut être de la formation à suivre, ça peut être des sommes, une condamnation de sommes à payer, voyez-vous, il peut y avoir beaucoup de choses. Voilà, je voulais pas interrompre ça et je vais donner la parole à Steve. Ça passe par le service assistance, ça va au syndic et ça va au comité de discipline. Et après, la question de Steve, j'essaie de vous trouver un document que j'ai pas la force de vous refaire maintenant. Quand je dis la force, bien sûr, j'ai la force, mais j'aime la faire que sur Zoom. Et comme on n'a pas Zoom, si je le retrouve, mais je voulais pas juste vous le montrer. Je voulais d'abord parce que vous montrer. Pourquoi j'aime vous faire moi-même les dessins? Parce qu'il y a une dynamique, vous en rappelez. Et si je vous le montre, non. Mais maintenant que je vous l'ai dit avant de le faire, peut-être vous allez me dire si c'est correct pour vous entre ce que je vous ai dit et ce que je vais vous montrer. Dis-moi, Steve, s'il te plaît. En fait, ma préoccupation, c'est que je comprends le service d'assistance qui reçoivent les appels, qui filtrent les appels et qui font sans doute un bon travail. Mais il n'y a pas un autre travail qui peut être fait avant un mécontentement qu'on va, par exemple, informer l'agence, parce que les gens ont tous les papiers. Donc, ils pourraient appeler mon agence et dire, Monsieur le directeur, j'ai l'impression que votre courtier, Monsieur Bourassa, a manqué dans telle chose, avant de se rendre jusqu'à l'OACIQ et avant de se rendre à la culpabilité. Et est-ce qu'il y a moyen de trouver une entente ou de trouver un arrangement avant d'arriver à une culpabilité? Puis est-ce que le client ou le mécontent peut retirer sa plainte au syndic à tout moment avant la journée de la culpabilité? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce que vous dites, c'est très important. Essayez que toute la classe se rappelle d'une chose. Ici, c'est un client qui a eu le problème. Maintenant, ça pourrait être vous. Mais disons, le client, en règle générale, qui va appeler en premier? Quand il va voir le Sub-Zero, au lieu du Sub-Zero, il va voir un vieux frigidaire. Il va appeler son courtier, vous êtes d'accord avec moi? Si le courtier, ça se passe bien et tout, ça suffit. À la limite, le courtier peut dire, tu sais, si jamais vous avez le moindre doute, appelez mon dirigeant d'agence. Rappelez-vous de ça. Mon dirigeant d'agence. Ça va vous rendre service. Même dans d'autres questions complètes. Notre dirigeant d'agence, c'est lui. Il est là pour ça. Appelez-le au besoin. Bien sûr, vous pourrez appeler l'OACIQ. Vous allez leur donner, ils vont vous dire exactement ce que je vous dis. Avec plaisir, moi je peux essayer d'entrer en contact avec l'autre courtier, mais j'ai tout fait pour qu'il n'y ait aucun problème. Bon, c'est pas mon problème, et c'est peut-être pas le problème non plus de l'autre courtier. Et s'il peut faire quelque chose avec le vendeur, voilà, sinon vous avez un recours contre le vendeur, ça c'est sûr. Voilà, en matière civile, sans aucun problème. Donc rappelez-vous effectivement de ça. Donc il y a toujours le dirigeant d'agence. Après, si le litige n'est pas éteint, avant qu'on arrive au service assistance, en général, le service assistance, je vous ai dit tout à l'heure, oui, mais c'est oui et non. C'est pas vrai. C'est oui, ça dépend quoi. Si c'est vraiment une plainte déontologique, on n'a plus possibilité de la retirer. Une fois qu'on est parti dans l'engrenage, c'est fini. Tu comprends? Si c'est une plainte déontologique, parce que, justement, c'est ça, tu vas voir le dessin que je vais vous montrer, il va vous faire prendre conscience que souvent, on ne voit qu'une dimension du problème. Il y en a plusieurs, quelquefois, il y a 2 dimensions. Il y a 2 problèmes. Je peux être condamné en vertu, ou à payer en vertu d'un contrat d'assurance. Je suis pas condamné, mais je suis amené à payer. Mais je peux être aussi être condamné à rembourser à l'OACIQ une somme que lui a payée au client. Je suis condamné ou appelé à payer. Et je peux avoir une plainte déontologique en même temps que je vais payer ou je vais avoir une suspension de permis, une révocation. Tu comprends? Ça va être à plusieurs. Mais dès qu'on rentre, c'est pour ça qu'elle est très bonne votre question. Il faut distinguer tout ce qui est plainte déontologique à partir du moment que c'est parti. C'est fini. C'est comme quand le ministère public s'empare d'un problème qui est arrivé et il dit je me porte partie civile. Enfin, moi j'attaque, quoi qu'il en soit. Ça va, Steve? Très bonne question aussi. Alors, laissez-moi juste, j'aimerais bien vous le montrer, j'espère que, donnez-moi une seconde.
Dernier tableau Zoom que j'ai fait. Alors, on est dans... Heureusement que je les garde à chaque fois. Alors, on va prendre, j'espère. Alors, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième. Est-ce que ça serait le troisième? Monsieur Perez, Yes? pendant que vous cherchez, est-ce qu'il va nous en rester jusqu'à 4 heures ou on va prendre une petite pause bientôt, juste pour Non, savoir? Ouais, alors tu sais quoi? Si ça vous dérange pas, prenez la pause maintenant, prenez une petite pause, parce qu'on va partir vraiment plus tôt. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne que 10 minutes de pause? Parfait. Merci beaucoup. Juste pour pouvoir aller à C'est parfait. 36, 47. On revient à 47, mais on va partir plus tôt. Vous pouvez me croire. Ça va? Vous êtes trop généreux, là. Ben, si vous voulez. Moi, je reste avec ceux qui veulent. C'est 47. parfait, merci. Merci. Monsieur Perez, votre micro? C'est tellement fin, là, Alejandro. Parfois, parfois.
ça travaille. Moi, j'ai montré les infos. Oui. Comment est la viande de Fatia? Oui. On est allé les voir, voilà. Là, les aubergines. Bon, moi, je vais essayer de finir dans 20 minutes. C'est pas ça là. Je vais avoir le temps de faire un petit peu à l'écart. On va essayer de finir avec ça. Ça a servi à rien, il n'entend pas. C'est 4 heures moins de temps. Ouais, c'est ça que je viens de me dire. Je vais essayer de sortir la personne. C'est dommage qu'on n'enregistre pas, on pourrait lui montrer. Ouais, c'est drôle. On crie tout en mettant Monsieur Perez. Il peut faire un écarteur de bonne. Ça va comme ça, mais c'est bien. Essayez de finir la personne. On a entendu vos secrets, M. Perez. T'as entendu? Ouais, moi, je fais la cuisine, moi, tu sais? On a tout entendu. Good. Il y a de l'ambiance aujourd'hui, il y a de l'ambiance. Bon. Alors, je vous ai trouvé quelque chose, mais très bien. Un deuxième tableau qui va vous être utile. Alors, ça devrait être très bien pour vous aussi. Ouais, super. Ça aussi, je vais le mettre là, je vais le dupliquer. Voilà, et une autre peut-être. Ça va être la dernière. Là, ça va être super bien pour vous. Ouais. Ouais, c'est super. Très très bien. Dupliquer. Bon, ben voilà, j'attends que les autres arrivent. Petite boisson de bulle.
Alors, on va reprendre, s'il vous plaît. C'est vite passé les 10 minutes, hein. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ça va, Soa? Oui, ça va. Bon. Je vais vous dire juste que tout le temps passe trop vite. Ça passe très vite, ouais. Ouais. Bon, alors, est-ce que vous voyez le tableau qui est au tableau, là, en rouge? Oui. Je peux vous envoyer, parce que il résume très bien ce qu'on a dit. Seulement, c'est plus facile. Tu vois, pour Zoom, j'ai beaucoup d'aisance. Alors, regardez, on va reprendre ce dossier, ce tableau. Regardez, je vous ai mis en haut le comité d'inspection. En bas, le fonds d'indemnisation. À gauche, le FARCIC. En bas, le fonds de financement. Puis, vous voyez, ce que posait très justement Steve tout à l'heure, les plaintes déontologiques, voilà leur circuit. Ça part du service assistance, c'est retransmis au syndic, qui retransmet au comité de discipline. Je vous expliquerai les autres flèches. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? Un client, d'abord, quand il veut déposer une plainte, il appelle le service assistance. Ça, c'est après m'avoir appelé à moi, son courtier, s'il n'est pas content de ce que je lui ai dit, ou après avoir appelé mon dirigeant d'agence. Mais s'il persiste, il va appeler le service assistance. Le service assistance fait une petite première analyse très rapide, comme je vous ai dit, quelquefois qu'au téléphone, et à partir de là, le client retire sa plainte. Jusque-là, le client peut retirer sa plainte, mais dès que la plainte est adressée au syndic, c'est fini. Elle va descendre comme ça, ou elle va s'arrêter au niveau du syndic. Le syndic, lui, fait une étude complète. Et puis, il a deux solutions. Soit il classe la plainte, il dit non, je poursuis pas le courtier, il n'a pas fait d'erreur déontologique, ou soit il transmet au comité de discipline s'il juge qu'il y a eu vraiment une faute déontologique. S'il classe le dossier, le client a un recours devant le comité de révision de décision du syndicat. Un autre comité dont je vous ai parlé, c'est le comité de révision des décisions du syndic. Si le client n'est pas content que le syndic a classé l'affaire, il va aller porter un recours devant ce comité qui, à 99,9%, ne va jamais aller contre le syndic. Il faudrait que le syndic soit un syndic débutant qui a fait une grosse erreur. Mais en règle générale, le comité de révision du syndic valide toujours ce qu'a dit le syndic. Maintenant, si le syndic, au lieu de classer l'affaire, il transmet le dossier au comité de discipline, son travail s'arrête là, le syndic, et le comité de discipline, c'est notre tribunal. Donc, si c'est notre tribunal, il juge et il sanctionne. Mais il juge et il sanctionne quoi? Comme je disais à Steve tout à l'heure, les fautes déontologiques. On ne juge pas autre chose. On ne juge pas le détournement des acomptes. On ne juge pas les erreurs non intentionnelles. On juge et sanctionne les atteintes à la loi sur le courtage et à ses règlements. C'est notre tribunal de famille. Particularité qu'il ne faut pas oublier, il y a deux audiences. Une audience sur la culpabilité, une audience sur la sanction. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce tableau? C'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours deux niveaux. Imagine que le comité d'inspection vienne. Rappelez-vous que le comité d'inspection, c'est de surveiller grâce à des inspecteurs sur le terrain les activités des courtiers. Est-ce qu'ils respectent ou pas la déontologie? Ce n'est pas un tribunal, mais il peut obliger un courtier à faire des formations. Il peut aussi donner des recommandations. Il peut aussi adresser quelque chose au syndic. S'il a vu des choses pas terribles dans les dossiers régis, il peut adresser comme
plainte au syndic. Et tu vois que, regarde, là, hop, ça va prendre le chemin d'aller vers le comité de discipline. Attends, c'est pas fini, regarde toi là, prenons le fonds d'indemnisation. C'est pas un tribunal, le fonds d'indemnisation. Imaginons qu'il indemnise une victime qui a été, un client qui a été victime d'un détournement de son acompte par son courtier. Disons $20,000. Le fonds d'indemnisation va donner $20,000 au client. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Ton courtier t'a piqué $20,000, les voilà. Mais ça l'empêche pas, bien qu'il ait remboursé le client, hop, il va aller transmettre une plainte au syndic et ça va prendre le chemin du comité de discipline. Ce courtier qui a volé $20,000, il va se retrouver devant le comité de discipline, il va perdre son permis, il va être obligé de rembourser le $20,000, etc. Mais il y a toujours, si tu veux, quand tu fais une faute à n'importe quel niveau, tu peux te retrouver en plus pour une faute déontologique. Et une dernière chose que je vous ai pas parlé, si le client dépose une plainte et que le service assistance, il voit que c'est pas forcément une faute déontologique du courtier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être conseillé au client, il va dire, saisis le FARTIC. Parce que le courtier, il est assuré pour ça. Saisis le FARTIC. Ou bien, mets-toi, si tu es bien avec ton courtier, il va ouvrir pour toi un dossier au FARTIC. Il faut jamais dire à votre client qu'il va être remboursé. Il faut jamais lui dire, parce que vous ne savez pas. Si le gars, tu sais, s'il y a un dommage de 20, 30 000, 40 000, $100,000, parce que ça peut aller jusqu'à 1 million par sinistre, mais que $100,000 que le client, il croit qu'il va être remboursé, puis à la fin, il n'est pas remboursé, c'est-à-dire que c'est à vous de lui payer, et puis vous pourrez jamais. Donc, il faut jamais dire, j'ai une assurance, je sais pas si elle couvre, mais on va faire la demande. Alors donc, le service assistance va conseiller au client de déposer un dossier au FARTIC, qui est une assurance qui couvre le courtier en cas d'erreur, de faute et d'omission non intentionnelle de sa part. Et naturellement, attention, ça pourrait éventuellement, je ne vous l'ai pas dessiné ici, mais ça peut aussi être, en même temps que c'est une faute qui crée un dommage au client, ça pourrait être aussi une faute déontologique. Vous voyez? C'est ça qui est souvent un petit peu difficile, on ne sait pas. C'est qui? C'est qui? C'est quoi? C'est qui peut se retourner contre nous? C'est qui? Mais c'est très facile. N'importe qui à qui tu as créé un dommage, il peut se retourner contre toi. Est-ce que, par exemple, si le courtier du vendeur fait une erreur, est-ce que le client, acheteur, il peut amener en justice le courtier du vendeur, selon vous? Oui. Est-ce que le client du vendeur peut amener son courtier en justice? Le client du vendeur. Est-ce qu'il peut amener son courtier en justice? Oui. Oui. Est-ce que l'acheteur peut amener le courtier du vendeur en justice? Tout le monde peut aller en justice. Non, mais d'accord, mais tout le monde peut aller, mais tu peux aller pour rien et revenir. Ce que je veux dire, est-ce que l'acheteur est fondé à réclamer quelque chose du courtier du vendeur? Est-ce qu'il a signé un contrat avec lui? Non. L'acheteur? Oui, l'acheteur. Avec le courtier du vendeur? Oui. Ben non, il peut non, il peut rien réclamer. C'est pour vous dire, attention, quand vous êtes dans ces cas-là, regardez, si jamais vous pouvez vous retourner, on vous demande est-ce que vous avez un recours ou telle personne, faut d'abord voir si tu es lié à cette personne juridiquement. Si tu as signé un contrat avec elle, ben elle engage quoi? Sa responsabilité contractuelle. Tu peux l'attaquer sur la base qu'il n'a pas respecté son contrat. Mais quelqu'un avec qui tu n'as jamais rien convenu, sur quoi tu vas l'attaquer? Est-ce que je vais aller attaquer mon voisin pour rien du tout? Non. Il faut que vous voyez, parce que quelquefois la faute, on ne sait pas qui l'a faite et qui doit la réparation. Posez-vous toujours la question. Bon, c'est quoi le dommage? Est-ce qu'il est du domaine de la fraude? Est-ce qu'il est du domaine déontologique? Ou est-ce qu'il est du domaine matériel de la responsabilité civile? Très bien. Qui l'a créé? Maintenant, est-ce qu'on est lié par un contrat à la personne qui l'a créé? Si oui, j'ai le droit de demander réparation. Sinon, en vertu de quoi?
À moins que ça soit la responsabilité civile, comme je vous ai dit, le facteur qui se casse la gueule sur les escaliers. Ça, c'est autre chose. Mais la responsabilité contractuelle, ça prend un contrat. Donc, il faut faire attention. Quelquefois, tu sais, des fois, la ville est condamnée. L'acheteur attaque le vendeur, la municipalité, les 2 courtiers et le notaire. Il y a un problème. Des fois, la ville est condamnée, le notaire est condamné, un courtier est condamné, le vendeur est condamné, mais pas vous. Vous n'avez fait aucune faute. Et vous êtes lié à personne. Vous n'êtes pas, enfin, je veux dire à personne, vous n'êtes pas lié à tous ceux qui ont fait la faute. Tu comprends? Et je m'excuse, hein, j'ai levé la voix, c'est par la passion, hein, vous savez. J'engueule personne. Hein, tu vois, Caroline, des fois, je lève la voix. Hein. Caroline, si elle est encore là, je sais pas. Oui, je suis là. T'as vu que je lève la voix des fois, hein? Bon, mais c'est pas c'est toujours la passion de... Good. Enthousiasme, c'est... Oui. Alors voilà, donc ce dessin, et je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer... Alors, très sincèrement, je ne veux pas vous lire les articles sur toutes les instances disciplinaires. Tout est résumé ici. D'accord? Si ça vous fait plaisir, et pourquoi pas, détendez-vous un peu, comme je vais faire moi. Moi, j'ai un petit mets à préparer pour ma famille, là, que je sais très bien faire. Je leur ai promis que je vais le faire. Mais c'est pas pour ça que je vous évacue. Je vous donne ma parole d'honneur. C'était prévu qu'on se quitte plus tôt. Vous allez lire, et en lisant, vous allez avoir ce tableau, et au moins, ça va vous... tous les petits détails, j'ai pas besoin. Voilà les détails importants, les 2 audiences, distinguer les erreurs non intentionnelles de la fraude, distinguer les plaintes déontologiques de tous les autres niveaux qui peuvent se réadditionner. Avec ça, vous avez l'essentiel, et naturellement, vous lirez ce que je vous lis pas aujourd'hui, et que ça va plus m'ennuyer de vous le lire que bon. Et puis, si vous permettez, je vais vous montrer ça aussi. Je vais vous envoyer ça. On a parlé ce matin de compte en fidéicommis. Comme ça, au moins, vous avez un exemple. Alors ça, c'était le nom d'un étudiant. Hein. Bon. Alors, les comptes en fidéicommis, vous voyez, je vous ai dit, ce sont des comptes bancaires. Et puis, supposons que Ali Zahiri, bon, c'était un étudiant, soit courtier agissant à son compte, il doit ouvrir 2 comptes bancaires. Son compte, avec quoi il fonctionne, Ali Zahiri, courtier immobilier, et un deuxième compte, Ali Zahiri, courtier immobilier, compte en fidéicommis. Alors ça, c'est en comptabilité, on dessine un compte par un T. T parce que débit à gauche, crédit. Bon. Et là, je vous ai dit, les 2 comptes que vous voyez là, les 2 comptes bancaires, appartiennent à Ali, courtier immobilier. Mais l'argent qui est dans le compte en fidéicommis, cet argent-là, ne lui appartient pas. Ce sont les acomptes et les avances des clients. Voilà. Alors, il y a un compte général pour les comptes des clients qui ne demandent pas d'intérêt, et compte spécial si le client veut de l'intérêt. Vous voyez ici, Ali Zahiri, son compte d'affaires, il a rentré 12 000, 14 000, il a sorti 800, il a rentré 20 000. À la fin, il lui reste 48 700. C'est à lui, c'est son compte, c'est son argent. Dans le compte en fidéicommis, il a rentré un acompte de 5 000 de son client, un autre acompte de 8 000 de son client, un autre acompte de 3 000. Bon, puis il a sorti 5 000 et les a envoyés au notaire parce que c'était la date. Il reste 11 000 dans le compte. C'est pas son argent à lui, ça appartient à ses clients. C'est ce que je vous ai dit ce matin avec une illustration. Ça va? Dernière chose, soit avant que je vous donne la parole, je vous montre un dernier et je vous le montre et on va le réviser. Après, on partira, mais d'abord, je prendrai votre question. Vous voyez, je vous ai mis ça, c'est super. Ce matin, c'était le plus dur pour vous. On va le réviser avant de se quitter, mais d'abord, j'écoute soi. Non, j'ai une question pour ce qu'on a vu bien avant. Si le courtier, alors si l'acheteur n'a pas signé un contrat avec le courtier, parce qu'il n'est pas obligé de signer un contrat avec son courtier, alors s'il y a une faute, il ne peut pas retourner contre lui, parce qu'il n'y a pas de contrat. Oui, mais attention, la loi, elle dit, vous représentez votre client. Donc là, on le représente. Oui. Soit parce que vous avez signé un contrat avec lui, soit parce qu'il vous a demandé d'agir pour lui. À partir du moment où il te demande d'agir pour lui, tu dois agir selon les règles déontologiques. Même si tu n'as pas signé de contrat avec lui. C'est une très bonne question, toi. T'as compris? Oui, j'ai compris, mais
Même, alors, s'il commet une faute, le courtier, il pourra retourner contre lui, même sans contrat. Bien sûr, c'est presque comme un contrat. Pourquoi? Parce que la loi sur les courtages, là, elle dit, quand est-ce que tu représentes ton client, toi, le courtier? Quand tu as signé un contrat de courtage avec lui, ou bien, même si tu n'as pas signé, quand il te dit, agis pour moi. Parce que dans le code civil, en plus, un contrat peut être verbal. Oui, mais là, tu as raison, mais là, il y a une petite nuance. Parce que le juge, c'est bien que tu aies dit ça, Sébastien. Le juge, dans ce cas-là, il va pas chercher s'il y a contrat verbal ou pas. Il va pas chercher. Il va pas chercher parce que la loi sur le courtage, elle dit, si tu n'as pas signé de contrat, tu n'as pas droit à la rétribution. Tu ne peux pas la réclamer. Si on te la donne, tant mieux. Tu peux pas la réclamer sur une base juridique. Tu vois, Sébastien, tu vois la nuance? Tu as raison. Si on était... tu vois, comme quoi la loi sur le courtage l'amène une couche de peinture supplémentaire. Par contre, elle te dit, si tu n'as pas signé de contrat, tu peux pas réclamer de rétribution, mais par contre, tu es tenu à tes obligations déontologiques. Donc, tu as avantage comme courtier, acheteur, d'avoir un contrat? Bien sûr, 1000 fois. Puis c'est pas vraiment une pratique courante, là? Oui, ça devient de plus en plus quand même. Non, c'est pas la majorité, mais ça devient. Mais tu vas voir quand on va étudier les formulaires. Sinon, tu sais pourquoi? Parce qu'actuellement, on achète beaucoup chez des Duproprio, des choses comme ça, on amène nos clients. Sinon, tu recevrais pas de rétribution. Hein. On va le faire, ça, dans les cours d'après Noël. Ça va, Soa? C'est clair, vous avez compris, hein? Oui. Si c'est ça, on finit ça, je prends vos questions, on se dit bye-bye. Je révise la chose la plus difficile de ce matin, c'est les dossiers et les registres. Regardez bien. À gauche, je vais vous envoyer ça aussi, les trois là. À gauche, vous avez l'agence ou le courtier qui agit à son compte du vendeur. À gauche, c'est toujours le vendeur. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, c'était moi et ma courtière, c'était Véronique. Vous vous rappelez? Nous, on est à gauche. Et à droite, c'est l'agence ou le courtier agissant à son compte de l'acheteur. Eh bien, c'était donc Félix l'acheteur et Soua sa courtière. Maintenant, on va dire que l'agence de Soua, vous vous rappelez comment elle s'appelait? Acquisition IMO. Et l'agence de Véronique, pardonnez-moi, moi j'étais le vendeur, c'était Venta Bene IMO. Vous vous rappelez? C'est ça. Alors regardez, il y a trois choses à comprendre. Trois moments, c'est comme dans un film, il y a trois événements majeurs. Là, le premier événement majeur, vous allez voir que ça va mieux passer cet après-midi que ce matin. Le premier élément majeur, c'est de prendre le contrat de courtage. Véronique, elle a réussi. Elle m'a démarché et on a signé un contrat de courtage-vente. D'accord? Donc Véronique, elle va avoir des choses à faire, on va les voir, mais Soua, elle n'a rien à faire. Elle sait même pas, Soua. La maison, elle est même pas encore sur le marché, elle est pas sur Centris. Vous comprenez pourquoi du côté de Soua, on se connaît pas? D'accord? Soua n'a rien à faire parce que elle n'interagit pas avec Véronique et en plus, elle ne sait même pas qu'il y a une nouvelle maison sur le marché. Qu'est-ce qu'elle fait, Véronique, quand je signe le contrat avec elle ici? Elle court à son agence, elle lui donne tous les documents. Il faut toujours se poser la question, c'est quoi les registres qu'on touche? C'est quoi les dossiers? Regarde, registre, dossier. Alors, là, comme elle a pris le contrat de courtage, l'agence va remplir une ligne du registre des contrats de courtage, comme je vous ai montré. Et si j'ai donné à Véronique une avance, elle va toucher au registre des comptes en fidéicommis. Parce qu'il y a un registre de contrat de courtage et qu'il y a un registre de compte en fidéicommis. Est-ce qu'elle doit ouvrir un dossier? Oui, dès qu'on prend un contrat de courtage, on doit ouvrir le dossier de contrat de courtage. Est-ce que ça va jusque-là? Vous voyez que vous comprenez mieux que ce matin. Soua n'a rien à faire. Maintenant que tout ça est fait, Véronique fait la fiche descriptive, elle organise des publicités, elle fait des visites libres, elle commence la mise en marché, et bingo! Quelque temps après, c'était qui? On va pas prendre Félix, parce que Félix a accepté. C'était qui? C'était Xiao Fei, je crois, qui a amené qui comme acheteur? Sanad. Allez, Sanad, c'est un acheteur. C'est Xiao Fei qui amène Sanad, et l'offre est proposée, mais moi je la refuse.
Et là, attention, Sanad et Xiaofei, elle est dans une agence qui s'appelle l'Auto-Imo, l'Auto-Imo, et là, Véronique, elle est toujours à Venta Bene. Que doivent faire les deux, Xiaofei et Véronique? Xiaofei, elle va donner l'offre d'achat refusée à son agence, l'Auto-Imo. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'Auto-Imo? Est-ce qu'il y a un registre pour les propositions non acceptées? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de registre. Vous pouvez voir ma liste de registres, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un dossier pour les propositions non acceptées? Oui, mais c'est une tombe commune. C'est pour l'ensemble des propositions non acceptées. Voilà ce que va faire Xiaofei. Attention, vous allez avoir un truc comme ça à votre examen. Hein. Alors ça, vous le travaillerez. Donc, je vous dis, je répète, il n'existe pas de registre, ni d'un côté ni de l'autre. D'ailleurs, même Véronique, elle touche aucun registre. Pour les offres refusées, on ne remplit pas de registre. Mais quand elles sont refusées, Xiaofei le met dans la tombe commune, l'ensemble des propositions non acceptées. Mais Véronique, elle va pas la mettre dans la tombe commune. Elle va la joindre au contrat de courtage parce qu'elle concerne son inscription. Est-ce que c'est clair, là? C'est plus clair, soit? Oui, non, c'est clair. Mais je ne vois pas pourquoi. Quel est l'intérêt de le mettre si déjà la proposition est refusée, c'est-à-dire elle est nulle? Quel intérêt de la mettre dans le dossier du contrat de courtage? C'est-à-dire, vous voudriez la mettre où? Je sais pas, comme dans les propositions non acceptées aussi. Elle est, mais plutôt que d'aller la chercher ailleurs, si jamais un inspecteur vient, ça vous facilite la recherche. Elle concerne quoi, cette proposition qui est refusée? Cet immeuble. Oui. Elle est avec son contrat de courtage. Ça vous fait moins de refus. Oui, mais parce que peut-être il y aura plusieurs aussi, comme maintenant il y a plusieurs offres refusées, il y a une seule offre qui a passé. Pas grave, on va toutes les mettre. Si par exemple, Xiaofei est venu, puis après Steve Bourassa est venu avec son client Jessica, j'ai oublié ça va me revenir, peu importe, elle a un beau nom, mais je l'ai oublié son nom de famille. Bon, et qu'elle est refusée, on va mettre celle de Jessica. Dublino. Ouais, c'est ça, Dublino. Juste après, j'aime bien parce qu'il y a Dublin dedans. J'ai vu un très beau film. Oh là là. Si vous très français, oui. Belfast, vous l'avez vu là? Il est sorti, je crois, sur, je sais pas si c'est Prime ou sur Netflix. Très beau. Comment il s'appelle? Belfast. Il est beau. Il est en noir et blanc. Hein. Et le noir et blanc, c'est des couleurs. Hein. C'est parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas encore la télévision en couleur. Et puis, on essayait de se faire voir des copains. On disait, nous, on a la télévision en couleur. Il dit, ah bon, oui, je dis, en noir et blanc. Il me dit, mais noir et blanc. Je dis, ben oui, noir et blanc, c'est des couleurs, non? Je sais que c'est pas vrai, mais c'était la plaisanterie. En tout cas, vous voyez, ce que je veux vous dire, on peut pas déchirer, on doit toujours garder une trace. Est-ce qu'on garde une trace une par une? On dit non. C'est pas la peine. On n'a plus rien à faire avec celle-là. On la garde juste à titre de preuve. On va toutes les mettre. Elles concernent quel immeuble? Est-ce qu'elles concernent cet immeuble, ou celui que j'ai inscrit? Elles concernent celui que j'ai inscrit. Je les mets dans le contrat de courtage. Soit, il ne faut pas se casser la tête. Hein? Parce que sinon, vous avez compris l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il y a plus d'intérêt à faciliter la classification. C'est tout. Il y a pas de, les deux, c'est la même chose. Juridiquement, eux, ils n'ont pas le choix. Eux, ils n'ont pas de contrat de courtage. Ils sont obligés de le mettre dans la filière où il y a toutes les propositions non acceptées pour tous les immeubles. Tout est mélangé quand je dis fausse commune, tombe commune. Mais Véronique, elle va la mettre dans le contrat de courtage de l'immeuble sur lequel elle porte. Alors, vous avez vu, on a dit, on est arrivé jusque-là. Maintenant, on arrive au troisième événement. Enfin, Soua nous amène un bon client, Félix Geldes Cancino. Là, les deux vont avoir quelque chose à faire. Si l'offre est acceptée, Soua, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit remplir le registre des transactions. Et Véronique aussi. Là, il y a un registre des transactions, d'accord? Et puis, elle doit faire un dossier pour chaque transaction. Alors, elle fait un dossier pour la transaction. C'est ce qu'on nous dit. Si tu as une offre acceptée, tu fais un dossier pour une transaction. Soua a très bien fait les choses. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose là? Si Félix donne un acompte,
Est-ce qu'il n'aurait pas fallu remplir aussi le registre des comptes en fidéicommis? Oui, mais c'est pas dans cette agence, c'est dans cette agence. Parce que comme je vous ai très bien expliqué ici, soit elle va garder le chèque dans sa poche, vous vous rappelez, que Félix va vous donner, tu vas pas le donner à ton agence. Donc c'est pas ton agence qui doit toucher au registre des comptes en fidéicommis. Tu vas le donner à Véronique. Et Véronique va le donner à son agence. C'est pour ça que c'est son agence qui va remplir le registre des comptes en fidéicommis. Donc tu vois, là, soit toi tu as un seul registre à toucher, tu remplis le registre des transactions, alors que, enfin toi, ton agence, alors que l'agence de Véronique va toucher à deux registres. Comme toi, le registre des transactions, mais aussi le registre des comptes en fidéicommis pour inscrire la compte. Quant au dossier, au lieu de faire comme toi un dossier pour cette transaction-là, puisqu'on doit en faire pour chaque transaction, elle va le joindre directement au contrat de courtage, car il concerne l'inspection. Et enfin, vous avez vu, pendant tout ce temps-là, à tout moment, on aurait le cas échéant, premièrement, à remplir le registre des avis de divulgation. Imaginons que, je vous donne un exemple, là, il n'y a pas de problème à la première étape. À la deuxième étape, là, Xiaofei, elle avait un intérêt dans l'immeuble. Elle a rempli un avis de divulgation. Elle doit me le donner à moi. Parce que je suis le vendeur. Elle doit me faire savoir qu'elle a un intérêt. D'accord? Ou bien, pas elle, plus tard, c'est toi, soit qui a un intérêt dans l'immeuble. Tu aurais fait un avis de divulgation. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Il faut le remplir, le donner à son agence, etc. Alors, on aurait à tout moment, selon le cas, à remplir le registre des avis de divulgation et aussi à utiliser, qu'est-ce qu'on fait de ces avis de divulgation? L'agence, elle a un ensemble, un dossier pour l'ensemble des avis de divulgation, on les met là, la queue leu, l'un après l'autre. Je vais vous envoyer ça aussi. Ces tableaux sont plus importants, je m'excuse de le dire, que de connaître la loi par cœur. Ces tableaux vous permettent de comprendre tout sur les dossiers et registres et sur les instances disciplinaires de l'OACQ. Maintenant, si vous lisez la loi chez vous, vous allez avoir un peu de plaisir, surtout si vous doublez ça d'un bon apéritif. Ça va? Alors, s'il y a des questions, je vous en prie. Oui, s'il vous plaît, est-ce que c'est fréquent que les clients donnent des acomptes? Des acomptes, c'est relativement fréquent parce que c'est, attention, comme j'ai dit ce matin, ça n'a pas de valeur juridique. Oui. L'acheteur, il peut récupérer son acompte. Mais c'est relativement fréquent. Et surtout quand il y a, par exemple, quand il y avait de la surchauffe et tout, ben, c'est comme ça qu'on se fait bien voir, en promettant un acompte important. Parce qu'on dit, s'il donne un acompte, mais en fait, c'est symbolique. Tu comprends? C'est plutôt peut-être dans le commercial beaucoup plus que le résidentiel? Non, dans le commercial, si vous voulez, on peut, comment dire, on n'est pas obligé d'utiliser forcément les mêmes formulaires qu'en résidentiel. Donc, l'acompte, on peut le coincer plus facilement, ne pas le rendre à l'acheteur. Tu comprends? Alors là, oui, il a une valeur. Mais dans une promesse d'achat résidentiel, si on fait rien de spécial, l'acheteur, il récupère toujours son acompte. Même la veille d'aller chez le notaire. Il dit, je veux plus acheter. Il va pas chez le notaire. Il demande au fiduciaire de lui rendre son acompte. La seule chose que peut lui dire le fiduciaire, demande-moi-le par écrit. Dès qu'on le demande par écrit, il est obligé de nous le rendre. Merci. Est-ce que ça va? Monsieur Pérez? Yes. Moi, j'avais une question pour le tableau précédent que vous aviez montré. Est-ce que c'est dans notre obligation comme courtier d'informer le client par rapport au syndic ou des procédures qu'il a droit de suivre? Excusez-moi, oui, c'est ce tableau, hein? Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce qu'on a l'obligation? Je m'excuse, Oui, c'est ça. Si, comme courtier, on a l'obligation d'informer le client de ses droits par rapport au syndic. Si, par exemple, nous, on donne pas solution à son problème. Je veux dire, au départ, quand vous rencontrez le client et que vous lui expliquez vos services, vous n'êtes pas obligé de lui donner le détail. Vous pouvez simplement lui dire voilà ce que je peux faire. Et puis aussi, tu peux toujours avoir une assistance, t'appelles l'OACQ si tu as besoin de quoi que ce soit.
T'es pas obligé de tout lui expliquer. Maintenant, à partir du moment où le client, il y a un problème et il t'appelle, c'est sûr que tu vas lui dire, pas forcément d'aller vers le syndic, mais vers le service assistance. Ça, oui. Parce que sinon, ça voudrait dire, on va aussi savoir si tu étais de bonne foi. Si tu voulais juste te débarrasser du client et le laisser dans la mouise, ou au contraire, dire, écoutez, je vous ai donné toutes les explications, entrez en contact avec le service d'assistance. L'envoie pas au syndic, parce que le syndic, c'est comme si tu reconnais déjà que tu as fait une plainte déontologique, que tu as fait une faute déontologique. Mais tu dois l'envoyer au service assistance. Bon, maintenant, si tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas prendre. T'as même ton intérêt, ton dossier est clean, t'as intérêt parce que le service assistance, en cas de doute, il va t'appeler. Il va pas envoyer au syndic comme ça. Ça, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose. Ça, je voulais dire par rapport, en premier, le service assistance, mais oui, effectivement. Oui, c'est ça. C'est très important, hein. C'est cet ordre-là. Service assistance. Syndic, il prend rien de personne à part d'interne. Il peut prendre du comité d'inspection, il peut prendre du fonds d'indemnisation d'un autre service. Mais le syndic, quand ça vient de l'extérieur, ça doit d'abord passer par le service assistant, qui lui décide de lui envoyer le dossier ou pas, et le syndic a fait une analyse complète, et c'est lui qui décide de l'envoyer au tribunal, au comité de discipline. Est-ce que ça va? Super, merci. Ben, je vous en prie. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que l'agence garde le dossier de transaction à vie? Est-ce que l'agence, pardon? Est-ce que l'agence il garde comme le dossier de transaction de clients à vie? Ah, est-ce qu'ils gardent les dossiers à vie, c'est ça? Oui. Non, normalement, on a, comment dire, une durée de 6 ans qu'on doit garder tous les dossiers et registres. Et puis, en général, quand on reste, les registres, on les garde plus longtemps, mais on a un minimum de 6 ans. Et puis aussi, on fera la révision, quand on fera les petites questions la semaine prochaine, que je vais vous préparer, et ben on verra qu'est-ce qui se passe si jamais on arrête notre activité, qu'est-ce qu'on fait de nos dossiers registres, il faut les confier à quelqu'un d'autre et tout ça. Oui, il y a des petites règles, vous pourrez poser ces questions la semaine prochaine, on va les faire, mais c'est pas à vie, ça c'est sûr, Dingwa. 6 ans. Merci. Je vous en prie. So, alors c'est la première fois qu'on finit si tôt, c'est pour rattraper tous les 3 fois un quart d'heure que je vous ai volé. Véronique, elle sourit, elle sait bien pourquoi. Eh ben, ça va vous faire du bien, non? Eh oui, il faut se préparer pour Noël, ça s'en vient là. Hein. Même César, il est content, c'est bien. Ouais. Bon, ben voilà, je vais vous envoyer tout ça un peu plus tard. Je vais prendre 1 heure pour faire aider la cuisine dans ma famille, puis je vais tout vous envoyer. Je vais vous envoyer ces 3 tableaux. Je vais vous envoyer tous les règlements et puis les notes à jour à aujourd'hui, le peu qu'on a noté, ok? Et la prochaine fois, d'abord on a maths. Ce soir, très vraisemblablement, vous aurez vos notes. Après, je vais finir les notes de LCI. Cette fin de semaine, de loi sur le courtage. Cette fin de semaine, vous aurez les notes de maths. La semaine prochaine, lundi, je crois, ou mardi, on a le cours de maths. Attention, on fera pas la correction de votre examen, même si vous aurez vos notes, parce que je dois avancer vite dans les mathématiques financières. Je dois vous lâcher avec des exercices. Sinon, on n'aura pas beaucoup de temps. On corrigera. De toute façon, l'examen 1 et l'examen 2 en maths n'ont rien à voir. On le corrigera la fois d'après. D'accord? Rappelez-vous ça. Vous aurez vos notes ce samedi, dimanche, mais on le corrigera pas. On le corrigera après. D'accord? Par contre, la semaine prochaine, pour loi sur le courtage, on fait la correction de notre examen de loi et on fait que des questions, matin et après-midi. Je vous laisse 1h15 pour préparer vos questions. On les corrige le matin, sur les dossiers des registres par exemple, et l'après-midi, on fait pareil sur les instances disciplinaires pour vous préparer à votre 2e examen. Ça va? Alors, très bonne journée à tous, et puis vous avez le droit de partir.
Merci et bon appétit. Bonne journée. Bonne soirée, bon week-end. Merci à vous, merci pareillement. OK, bye. Bye. Bye, bon week-end.